Les étrangères à la vie. Les animaux ont un savoir. Ils peuvent apprendre à manipuler des leviers et même à compter. Ils peuvent construire des structures élaborées et s'orienter sur des distances de plusieurs milliers de kilomètres. Ils communiquent entre eux comme l'abeille qui, par la danse, indique à d'autres abeilles où se trouve le miel. Ils savent tout cela, et bien davantage. Cependant, uniquement parce que nous ne savons pas comment ils savent, nous appelons cela l'instinct. Ils peuvent, si nous le leur apprenons, se diriger dans des labyrinthes compliqués, distinguer et choisir entre différentes figures. Nous pouvons leur apprendre aussi à faire marcher des machines que nous avons construites. Mais, même sans nos leçons, certains oiseaux, par exemple, ont appris par eux-mêmes, comme la mésange en Angleterre, à ouvrir des bouteilles de lait. Les animaux peuvent aussi agir sans égoïsme et avec dévouement, comme ces deux babouins qui, ensemble, tuèrent un léopard pour protéger leur propre horde. Il n'y a d'ailleurs rien, là, de remarquable. Beaucoup de chiens se battent à mort pour protéger leur maître. Mais je doute beaucoup que les animaux sachent qu'ils font de telles choses, que ce soit pendant qu'ils le font ou après coup. Car si les autres babouins avaient connu les exploits héroïques de leurs défenseurs, ou aussi auraient mis au point une tactique de guerre contre les léopards, et par la suite auraient eu des chansons, des gestes pour célébrer leur premier héros. Car si, voilà, alors ils auraient fait tout ça. Les animaux peuvent aussi prédire les résultats de leurs actions. Ainsi, ils peuvent prédire et ils peuvent agir. Sinon, le chien qui a dépiauté un tapis ne craindrait pas le retour de son maître et ne se tapierait pas dans un coin. Mais le chien sait-il qu'il a été la cause de sa punition, ou a-t-il appris, par un certain processus de conditionnement, quels événements font suite à d'autres événements? Quoi qu'il en soit, le chien n'a aucune influence sur le cours des événements. Il ne peut pas réparer les tapis dépiautés, pas plus qu'il ne peut les nettoyer après l'avoir souillé. Ce qui lui manque, c'est la connaissance ou la conviction que, par ses propres actions, il peut changer le cours des événements une fois qu'il est déclenché. C'est, selon moi, une expérience particulière à l'homme que d'éprouver avec conviction « j'ai fait cela et mon action a changé quelque chose ». C'est cette conviction qui conduit à l'élaboration spontanée des expériences apprises et de la personnalité, jusqu'à ce que des suites complexes d'événements puissent être modifiées, maîtrisées, arrêtées et contrôlées selon les décisions de la personnalité en cause. Une raison pour agir. L'expérience de l'homme est bâtie sur son sens de l'espace, du temps et de la casualité, les trois catégories a priori de l'esprit selon Kant. Chez de nombreux animaux, le sens du temps et de l'espace surpasse de beaucoup le nôtre, mais c'est notre aptitude à extraire un sens de casualité de la contiguïté dans le temps et de l'espace qui nous a précipités dans l'aventure humaine. Ce qui nous a fait ce que nous sommes, ce n'est pas le simple fait que nous ayons reconnu les relations casuelles, mais ce qui en est découlé. Notre conviction qu'une suite d'événements peut être modifiée par notre influence, qu'en intercalant un nouveau maillot dans la chaîne de la casualité des événements pour que son aboutissement diffère entièrement de ce qu'il aurait été sans notre action spontanée. C'est pourquoi j'ai tant insisté dans le chapitre précédent sur le fait que l'allaitement à horaire fixe peut déshumaniser les nourrissons, parce qu'il l'empêche d'éprouver que ses actions plaire au sourire sont ce qu'il fait qu'on lui donne à manger. C'est lorsque nous sentons que les choses les plus importantes qui nous adviennent échappent à notre influence ou semblent obéir aux ordres de quelque pouvoir inexorable que nous renonçons à apprendre à agir sur elles ou à les modifier. Avec le temps, nous pouvons en venir à associer cet ordre apparemment inflexible à une sorte de machine influence
influente et ultérieurement à croire que tous les événements relèvent de celle-ci ou de quelque autre combinaison mécanique. Comme une très grande partie de la vie de l'enfant semble réglée par un emploi du temps arbitraire, ce pouvoir peut être identifié à une horloge, mais cela se produit beaucoup plus tard. Normalement, cependant, au fur et à mesure de sa croissance, l'enfant devient convaincu que, grâce à des efforts personnels, il peut modifier une suite donnée d'événements. Une importance accrue est donnée à sa capacité d'ordonner et de prédire les événements, car leur ordre correct dans l'espace et le temps plaide à comprendre leurs liens de causalité. La capacité d'agir intentionnellement est fondée sur l'appréhension des conséquences probables de nos actions. Cela serait impossible sans l'orientation dans l'espace et le temps ou sans l'organisation en termes de causalité des événements ainsi observés. Mais ce n'est même pas la capacité de prédire les événements à venir d'après des indices corrects qui rend compte d'une humanisation complète. Une prédiction en soi n'a aucune valeur, à moins que je ne sente qu'en agissant d'après elle, je pourrais modifier la suite prévue des événements. Sans les cas contraires, faire attention pourrait même me sembler inutile. Dans ces derniers cas, même des événements alarmants pourront ne pas attirer mon attention puisque je ne puis rien y faire. La prédiction ne pourrait alors que me faire trembler devant l'inexorabilité de l'événement néfaste. Mieux vaut ne pas trembler à l'avance si nous ne pouvons pas nous y préparer ou le changer. Mieux vaut alors cesser de prédire et d'ordonner correctement les événements. Mieux vaut ne plus prêter attention au monde, attitude que nous retrouvons typiquement chez l'enfant autistique, dans son désintérêt délibéré pour un monde qu'il sente ne pas pouvoir changer. Pour agir comme un être humain, il faut avoir appris comment organiser sa propre vie en fonction du temps, de l'espace et de la causalité. Ces trois catégories de l'esprit ne sont pas seulement métaphysiques, elles apparaissent selon un ordre historique et génétique. L'orientation dans le temps et l'espace précède l'essence de la causalité. L'alimentation du nourrisson est une expérience cruciale du temps, apportant à un âge très précoce un certain ordre à la vie. Je ne sais pas si l'ordre du monde selon le temps, selon les repas, le sommeil, l'éveil, le rythme du jour et de la nuit précède l'ordre selon l'espace, fondé sur des expériences visuelles et auditives et kinesthétiques. La reconnaissance par les nourrissons d'événements à l'intérieur de son corps ou dans l'espace extérieur, comme lors de sa réaction aux objets en mouvement. D'après la Genèse, l'ordre dans l'espace, la séparation du chaos en ciel, au-dessous en terre, au-dessus, précéda l'ordre dans le temps, la séparation du jour et la nuit. Je ne suis pas à même de démontrer que l'une ou l'autre de ces deux parties de l'expérience humaine, l'orientation dans le temps ou l'orientation dans l'espace, va en première. Mais je sais que nos enfants autistiques se sont tellement aliénés de l'expérience du temps que seul l'espace et son vide demeurent. Ils essaient de maîtriser ceci grâce à des comportements d'identité et des frontières. En fait, l'une et l'autre sont si intimement intriquées dès le départ que dans l'expérience du monde, les distinguer n'a guère de sens. L'une de nos premières tâches avec les enfants autistiques est de les aider à rétablir cette unité. Je ne connais pas l'importance de cette séparation dans l'ordre rationnel des choses, mais si Minkowski et Einstein ne l'avaient pas reconnu longtemps avant nous, nos enfants schizophrènes n'auraient appris que l'espace-temps est une unité qui précède toute compréhension séparée de l'un ou de l'autre catégorie, de même que l'appréhension de cette unité est une condition indispensable à la compréhension de la causalité. Tous nos enfants schizophrènes, autistiques ou gravement bloqués, sans exception, réussissent à acquérir un concept assez clair de l'espace-temps, bien avant de pouvoir concevoir chaque catégorie séparément, et bien avant de pouvoir comprendre les relations casuelles. Leur journée, par exemple, lorsqu'enfant
et il s'ordonne, n'est pas organisé en termes des matins, midi et soir, ni leur espace selon la localisation des pièces. À la place, un concept de l'espace-temps est acquis assez tôt et reçoit des noms trompeurs comme salle à manger ou école. Ces concepts couvrant une expérience unitaire comprenant à la fois l'heure du jour où ils vont du dortoir à la salle à manger ou la salle des classes et les mouvements dans l'espace nécessaire pour aller en ces divers endroits. Nous retrouvons cela dans de nombreux types de comportements, L'un de nous servira d'illustration. École signifie pour eux l'heure du jour où ils vont, l'endroit et la personne de l'enseignant. Un jour férié est appelé pas d'école et les précipite dans une folle panique. S'ils ne se rendent pas à l'endroit habituel à l'heure habituelle, ils se sentent perdus. Leur orientation dans l'espace-temps est inopérante. Quels que soient les chemins à parcourir pour trouver notre place dans le temps et dans l'espace, une ordonnance correcte des événements doit précéder la prédiction, et la prédiction doit précéder l'action, sans quoi il n'y aurait qu'action au hasard, sans but ni résultat espéré. Dans le cours normal des événements, tout cela a lieu sans grand effort conscience, à moins que nous nous occupions des recherches scientifiques. Que pour la plupart d'entre nous, cette ordonnance et cette prédiction a eu lieu à un niveau semi-conscient ne changent rien au fait. Il est en général vrai que moins nous pouvons agir lorsque les résultats ont pour nous de l'importance, plus nous prédisons. Et moins nous pouvons agir et prédire, plus nous sommes inclins à ordonner. C'est-à-dire que si une des étapes de la séquence ordonner, prédire, agir nous est interdit, plus nous semblons dépenser d'énergie aux étapes précédentes. Cependant, sans l'étape ultime constituée par l'action dirigée, aucune des étapes qui la précèdent n'a beaucoup de sens. Cela est valable non seulement pour les enfants et les personnes émotionnellement perturbées, mais également pour nous tous. Tout parent sait que moins son enfant peut agir avec succès, plus ses prédictions sur ce qui va se passer sont affirmatives. C'est là, en partie, un effort pour nier qu'il est incapable d'agir. C'est là, en partie, un effort pour qu'il est incapable d'agir. Ainsi, la personne qui se sent le plus insuffisante peut-elle être aussi celle qui formule les affirmations les plus grandioses. Les cas de la personne profondément déprimée est une toute autre histoire. Chez les enfants gravement perturbés avec lesquels nous travaillons, nous pouvons observer de façon certaine dans tous les cas l'absence de toute action dirigée, ou du moins de toute action qui leur procurerait ce qu'ils veulent, étant donné la société dans laquelle ils vivent. Il lui est associé une rage explosive, habituellement sans contenu spécifique, et une répugnance totale à indiquer ce qui l'a provoqué, ou tout autre de leurs émotions, parce qu'ils ont la certitude qu'il n'y aurait jamais la réponse effective satisfaisante. Le retrait de l'enfant autistique va beaucoup plus loin. La plupart d'entre eux abandonnent non seulement l'action dirigée et la communication des sentiments, mais aussi la prédiction. Au-delà de ces stades, ils se divisent au moins en deux groupes. Un groupe qui simplement ne fait jamais un mouvement vers le monde extérieur, ou même s'en éloigne encore plus, et un autre groupe qui associe au retrait de la création du monde privé un monde souvent parallèle au nôtre. Dans les premiers groupes, nous trouvons des enfants qui semblent avoir cessé de prédire ce qui se produira, mais sans avoir cessé de prédire ce qui ne se produira pas. Ils continuent donc leur ordonnance des événements pour réaliser cette prédiction négative. Mais cette prédiction devient entièrement vide, car il est totalement impossible qu'une action en résulte. Ces enfants doivent arranger les objets d'une certaine façon rituelle, sinon quelque chose de terrible se produira. Là, nous sommes en présence d'une perversion de la prédiction, puisque celle-ci devrait conduire à l'action qui, à son tour, devrait conduire aux événements. Ici, l'enfant prédit que par son action, le rituel, rien ne se produira, et ce qui concerne la capacité de manipuler l'environnement, c'est là le comble du défaitisme. Au lieu de produire des événements, tout ce que peut faire l'action, c'est d'empêcher que les événements ne se produisent. Mais s'il ne se produise rien, il n'y a pas de vie.
Et c'est exactement ce dont ces enfants sont convaincus. Ils n'ont pas de vie puisqu'ils ne peuvent pas lui donner une direction. À un stade des retraites plus avancé, la capacité de prédiction a disparu également. Ces enfants passant alors leur journée à exécuter de nombreux rituels. Les choses doivent être arrangées d'une certaine façon, les cubes doivent être arrangés dans un certain ordre, les puzzles assemblés d'une certaine manière, les chansons répétées dans un ordre donné. Mais rien n'en découle. Pas même la prédiction de ce qui se passerait s'ils exécutions pas ces rituels. Des années de traitement peuvent s'écouler avant qu'ils ne retrouvent le souvenir de l'événement qu'ils espéraient empêcher de se produire grâce à leur ordonnance compulsive des petits fragments de la réalité. Si nous réussissons à libérer l'enfant, à le faire agir à nouveau d'une façon dirigée, nous pouvons parfois découvrir l'action d'autrui qu'il avait eu l'intention de prévenir. C'était dans cette intention qu'autrefois, il avait soigneusement assemblé ce qu'il pensait être des fragments importants de la connaissance, et que d'après ceci, ils avaient tenté d'en conjurer les conséquences néfastes. Mais il y a les autres, les enfants qui se retirent encore plus loin et qui n'ont aucun rituel, aucune ordonnance des objets. Ce sont ceux qui sont retirés le plus profondément dans le néant. Marcia et Laurie sont deux exemples de ces retraites extrêmes, bien que dans le cas de Laurie, on n'ait plus à alléguer qu'elle avait eu autrefois des rituels. Nous connaissons bien tout cela par l'étude des rituels et d'autres compulsions de l'adulte. Je passe ici ce sujet en revue parce que les rituels de l'adulte sont